Bonjour à tous et bienvenue sur la taille de l'échantillon et le power. Quand nous effectuons un test statistique, nous avons deux possibilités. Soit nous rejetons l'hypothèse nulle, ou soit nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle. Si nous rejetons l'hypothèse nulle, il y a deux possibilités. Soit nous avons raison et la différence observée est réelle, c'est-à-dire que la différence est due au traitement, soit nous avons fait une erreur de type 1, c'est-à-dire la différence observée est due au hasard. Mais comme je l'ai répété dans les précédentes vidéos, nous ne pouvons pas savoir si nous avons effectué une erreur de type 1 ou non. Si nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle, il y a aussi deux possibilités. Soit nous avons raison et il n'y a pas de différence entre les groupes, soit nous avons fait une erreur de type 2. C'est-à-dire il y a une différence réelle, mais les échantillons sont trop petits pour percevoir la différence. Encore une fois, nous ne pouvons pas savoir si nous avons effectué une erreur de type 2 ou non. Mais il existe un moyen pour se prémunir des erreurs de type 1 ou 2. Vous savez que plus la différence observée est grande, plus la probabilité que le test le détecte est élevée. Et inversement, plus la différence observée est petite, plus la probabilité que le test le détecte diminue. Pour mieux comprendre cette phrase, prenons un exemple. Nous avons deux classes de 10 000 élèves. Une classe suit des cours de soutien en mathématiques, l'autre classe ne suit pas de cours de soutien en mathématiques. Nous voulons savoir si le cours de soutien en mathématiques permet d'améliorer le niveau des élèves en maths. Pour répondre à cette question, nous évaluons nos deux classes avec un contrôle de mathématiques. Alors, il nous est impossible de récupérer la moyenne de la population, donc nous sommes obligés de prendre des échantillons. Imaginez que nous prenons deux échantillons de 10 personnes, un pour le groupe contrôle et un autre pour le groupe traitement. La différence observée est de 2, et le t-test est égal à 1,1, c'est-à-dire qu'il est extrêmement faible. Donc, nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle. Mais cette conclusion est probablement due à la petite taille des échantillons, ce qui correspond à une erreur de type 2. Avec seulement 10 personnes, la variabilité entre les échantillons est élevée. Si nous prenons d'autres échantillons, nous aurions des résultats différents avec une différence observée différente. D'où la raison que le t-test est faible, car un petit échantillon n'est pas assez représentatif de la population. Tandis que si nous prenons deux échantillons de 100 personnes avec les mêmes valeurs, la différence observée de 2 devient maintenant significative. Comme les échantillons sont plus grands, il y a moins de variabilité entre les échantillons. Si nous prenons des échantillons différents, nous aurions des résultats similaires. Maintenant, imaginez que nous avons 10 personnes dans les échantillons, mais la différence observée est de 12. Dans ce cas, la différence observée est tellement extrême que le t-test sera très élevé. Donc, nous rejetons l'hypothèse nulle. Alors là, vous devez vous dire, pourquoi cette différence observée ne s'explique pas par le hasard? La variabilité entre les échantillons est très élevée. Si nous prenons d'autres échantillons, nous aurions une différence différente. Et vous avez raison de penser cela. Les échantillons sont trop petits pour être parfaitement représentatifs. Mais la différence est tellement extrême que même si nous prenons d'autres échantillons, nous aurions une différence de 10, 8, 6 ou encore 9. Donc la différence entre les deux groupes est systématique et non due au hasard. Donc, avec les tests statistiques, la conclusion dépend de deux facteurs, la taille de l'échantillon et l'ampleur de la différence. Avec un grand échantillon, même de petites différences peuvent être détectées,
ce qui permet de rejeter l'hypothèse nulle. Et avec de grandes différences, nous rejetons l'hypothèse nulle même avec des petits échantillons. Alors maintenant, la question que vous vous posez est à quel point l'échantillon doit-il être grand pour que la différence observée soit significative? Nous savons que nous devons avoir un grand échantillon pour éviter l'erreur de type 2. Mais quelle taille doit-il avoir exactement? Pour répondre à cette question, nous allons effectuer un cas pratique. Vous travaillez pour une entreprise de e-commerce. Le service marketing a créé une nouvelle pub pour remplacer la précédente, afin d'augmenter le taux de clic. Alors, le taux de clic correspond au nombre de personnes qui regardent la publicité du produit et cliquent sur celui-ci. Vous réalisez une expérience AB afin de savoir si la nouvelle pub augmente le taux de clic. Et là, vous vous demandez combien de temps doit durer l'expérience. Doit-elle durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou plus? Sachant que plus l'expérience est longue, plus cela coûte de l'argent à l'entreprise. L'idée derrière cette question est de savoir combien de clics avons-nous besoin pour observer une différence s'il y en a réellement une. Et cela dépend de l'ampleur de la différence. Par exemple, si nous voulons une grande différence comme une augmentation de 90%, un petit échantillon fera l'affaire. En revanche, si nous voulons une augmentation de 5%, un échantillon plus grand doit être utilisé. Avant d'effectuer une expérience AB, vous devez définir quand le test est pertinent. Car rappelez-vous qu'un test peut être significatif, mais pas forcément pertinent. La pertinence du test correspond à l'ampleur de la différence. Dans notre cas, le test est pertinent s'il y a une augmentation de 10%. C'est-à-dire que si la nouvelle publicité a un taux de clic 10% supérieur à l'ancienne, nous effectuons le changement. Dans le cas contraire, nous gardons l'ancienne publicité. La pub classique a un taux de clic de 1,1%. Une augmentation de 10% pour la nouvelle publicité correspond à un taux de clic de 1,21%. Donc, la nouvelle publicité doit au minimum avoir un taux de clic de 1,21% pour la mettre en place. Arrive la question fatidique. Quelle doit être la taille de l'échantillon pour détecter une différence d'au moins 10%? Pour répondre à cette question, nous allons simplement vérifier de manière empirique, c'est-à-dire tester différentes tailles d'échantillons. Pour tester les différentes tailles d'échantillons, nous allons créer de manière artificielle les populations. Pour l'ancienne publicité, sur 10 000 personnes, 110 personnes ont cliqué sur la publicité et 9 990 n'ont pas cliqué sur la publicité, ce qui correspond à un taux de clic de 1,1%. Tandis que pour la nouvelle publicité, sur 10 000 personnes, 121 personnes ont cliqué sur la pub et 9 879 n'ont pas cliqué sur la pub, ce qui correspond à un taux de clic de 1,21%. Comme nous allons effectuer des calculs avec ces populations, nous allons transformer ces populations en boîtes pour simplifier les calculs. Créons deux boîtes. La boîte contrôle contient 110 tickets 1 et 9890 tickets 0, tandis que la boîte traitement contient 121 tickets 1 et 9879 tickets 0. Alors 1 correspond à un clic et 0 correspond à aucun clic. Prenons un échantillon aléatoire de 300 tickets dans chaque boîte. Cela revient à avoir un échantillon de 300 personnes. La somme de la boîte contrôle est égale à 3, tandis que la somme de la boîte traitement est égale à 5. C'est-à-dire qu'avec l'ancienne publicité, 3 personnes ont cliqué sur la pub et 297 personnes n'ont pas cliqué sur la pub. Avec la nouvelle publicité, 5 personnes ont cliqué sur la pub et 295 personnes n'ont pas cliqué sur la pub.
En effectuant le t-test, nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle. La probabilité que la différence observée ou plus soit due au hasard est trop élevée. Il est probable que l'échantillon de 300 personnes avec une différence observée de 10% soit trop petit. Essayons avec une différence observée de 50% et 2000 tickets, ce qui correspond à un échantillon de 2000 personnes. Donc il faut que la nouvelle publicité ait au minimum un taux de clic de 1,65%. Nous allons modifier la boîte du groupe traitement. Nous avons 165 tickets 1 et 9835 tickets 0. Prenons un échantillon de 2000 tickets. Les résultats sont les suivants. 19 tickets 1 pour la boîte contrôle et 31 tickets pour la boîte traitement. Nous observons que même avec un échantillon beaucoup plus grand et une différence observée de 50%, la différence n'est toujours pas significative. Il faut encore augmenter la taille de l'échantillon. Pour trouver la taille d'échantillon adéquate, il faut tester plusieurs fois en modifiant la taille de l'échantillon et s'assurer qu'avec l'échantillon choisi, nous détectons la différence le plus souvent possible. Alors évidemment, avec les 2000 tickets, nous aurions très bien pu avoir 15 tickets 1 pour la boîte contrôle et 36 tickets 1 pour la boîte traitement. Dans ce cas, la différence est significative. Mais nous voulons détecter la différence le plus souvent possible. Par exemple, sur 100 échantillons effectués, combien de fois détectons-nous la différence? Et cette question peut être répondue via le power. Le power est la probabilité de détecter une différence dans un échantillon si cette différence existe réellement. Par exemple, un power de 80% signifie que dans 80% des cas où il y a une différence réelle, le test est significatif 80% du temps. En d'autres termes, sur 100 tests effectués, environ 80 tests seront significatifs et 20 tests ne seront pas significatifs. Donc notre but est de trouver la taille d'échantillon qui correspond à un power de 80%. Alors le power de 80% est une convention et vous pouvez très bien utiliser 70% ou 90%. Mais en règle générale, nous utilisons 80%. Encore une fois, il n'y a pas de magie. Nous allons juste tester empiriquement différentes tailles d'échantillons et à chaque fois évaluer sur 100 tests combien sont significatives. Évidemment, nous n'allons pas tester empiriquement à la main, cela prendrait trop de temps. Nous allons plutôt utiliser un langage de programmation. Dans l'exemple qui va suivre, je vais utiliser Python, mais vous pouvez implémenter cet algorithme sur n'importe quel autre langage de programmation. Il suffit de créer une boucle while pour l'implémenter. Nous pouvons soit implémenter cet algorithme ou soit utiliser la bibliothèque statsmodels que vous pouvez installer avec pip install statsmodel. Alors, comme je l'ai déjà installé, je ne vais pas exécuter la cellule. J'importe la bibliothèque statsmodel.api. La première étape est de calculer l'ampleur de la différence. En anglais, cela correspond à effect size. Avec la bibliothèque statsmodel, nous utilisons la fonction proportion effect size. Nous voulons une augmentation de 50%, soit 0,0165. Et pour le groupe contrôle, le taux de clic est de 0,011. Pour calculer le power, nous utilisons t-test and power, qui va calculer le t-test pour chaque échantillon. Et nous passons à la dernière étape où nous calculons le power avec effect size que j'ai déjà calculé auparavant.
Nous mettons un seuil de 5% avec un power de 80%. Et nous ajoutons le paramètre alternative larger pour spécifier un test unilatéral. Donc, il faut 5489 personnes dans les échantillons pour détecter une différence d'au moins 50% avec un power de 80%. C'est-à-dire, sur 100 tests, nous détectons 80 fois une différence significative s'il y a réellement une différence d'au moins 50%. Si nous reprenons l'exemple avec une augmentation de 10%, je copie-colle les cellules, je modifie 0,0165 par 0,0121 pour avoir une augmentation de 10%. Donc, il faut 116 603 personnes dans les échantillons pour détecter une différence d'au moins de 10% avec un power de 80%. Quand vous devez définir la durée du test statistique, il faut qu'elle corresponde à la taille de l'échantillon souhaité. Avec une augmentation de 50%, nous arrêtons l'échantillon au bout de 5489 personnes. Alors, vous devez vous dire que nous pouvons continuer l'expérience sans souci. Mais continuer l'expérience inutilement coûte de l'argent. Donc, cette méthode vous permet de vous prémunir des erreurs de type 1 et 2, même si nous ne pouvons pas être sûrs à 100%. Nous avons vu en long et en large les tests statistiques, des notions basiques jusqu'aux notions avancées. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous parler d'une dernière notion, le Novelty Effects, ou en français, l'effet de nouveauté. Alors c'est un problème surtout pour les sites de e-commerce. Imaginez que vous voulez tester un nouveau bouton acheter, avec des flammes en fond. Vous effectuez un test AB et vous remarquez que le test est significatif. C'est-à-dire que le nouveau bouton augmente le taux de clic. Évidemment, vous pouvez toujours effectuer une erreur de type 1. Mais même sans l'erreur de type 1, la conclusion peut être fausse. Alors, pourquoi, me direz-vous? Peut-être que les utilisateurs ont cliqué sur le bouton parce qu'il était original, qu'il était nouveau. Ce nouveau bouton donne envie de cliquer, et cela a artificiellement augmenté le nombre de clics. Mais si nous attendons un peu, les utilisateurs vont s'habituer au nouveau bouton, et il se peut que le taux de clic du nouveau bouton soit inférieur à celui de l'ancien. Donc, il faut faire attention au Novelty Effect. Pour se prémunir de ce problème, il faut observer s'il y a un changement brutal au fil du temps. Si nous avons beaucoup de clics au début, mais qu'au bout d'une semaine, le nombre de clics diminue fortement, nous pouvons penser que cela est dû au Novelty Effects. En revanche, si le nombre de clics est stable au fil du temps, il y a peu de raisons de penser que cela est dû au Novelty Effects. D'où l'importance d'effectuer un test statistique suffisamment long pour évaluer le Novelty Effects. Dans la prochaine vidéo, nous ferons un résumé de tout ce que nous avons vu en statistique.